Le 23 juin 1987, à Saint-Paulin, un petit village de 2000 habitants situé à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon, la fête de la Saint-Jean battait son plein sur la place centrale. Les flammes du feu traditionnel montaient vers le ciel étoilé pendant que les villageois dansaient et célébraient cette nuit magique de solstice d'été. Vers 23 heures, Henri Lavallée, le maire respecté du village depuis 12 ans, s'est levé de sa chaise, a serré quelques mains et a murmuré à sa femme qu'il devait passer rapidement à la mairie pour vérifier quelque chose d'important. Il a enfourché sa bicyclette et a disparu dans l'obscurité. On ne l'a jamais revu vivant. 28 ans plus tard, en juin 2015, des ouvriers rénovant l'ancienne mairie ont découvert une clé rouillée cachée dans le mur d'un bureau rarement utilisé. Cette clé allait ouvrir bien plus qu'un simple coffre-fort oublié. Elle allait révéler les dernières heures terrifiantes d'Henri Lavallée et exposer un secret que plusieurs personnes avaient désespérément tenté d'enterrer avec lui. Mais comment une simple clé pourrait-elle dévoiler la vérité sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là? Et pourquoi avait-elle été cachée dans ce mur précis? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Saint-Paulin est l'un de ces villages typiques de la région lyonnaise qui semble figé dans le temps. Niché entre les collines verdoyantes du département du Rhône, le village s'étend le long de la vallée du Brévenne, un petit affluent de la Saône. En 1987, la commune comptait exactement 2032 habitants selon le dernier recensement. La vie y suivait un rythme paisible, rythmé par les saisons agricoles et les traditions locales qui remontaient parfois au Moyen-Âge. La place centrale du village était dominée par l'église Saint-Paul, datant du XIIe siècle, et par la mairie, un bâtiment en pierre de taille construit sous la Troisième République. Les commerces se limitaient à l'essentiel. Une boulangerie tenue par la famille Mercier depuis 3 générations, un petit supermarché, un café-tabac qui servait aussi de point de rencontre pour les habitants et une pharmacie. La plupart des hommes travaillaient dans les usines textiles de Tarare, à 15 km, ou dans les exploitations agricoles environnantes. Les femmes, quant à elles, étaient souvent employées comme ouvrières dans ces mêmes usines ou travaillaient dans le secteur des services à Lyon. Henri Lavallée incarnait parfaitement l'esprit de ce village. Né à Saint-Paulin en 1935, il était le fils d'un instituteur et d'une couturière. Après des études de droit à Lyon, il était revenu au village en 1960 pour reprendre l'étude notariale de son oncle. Grand, mince, toujours impeccablement vêtu d'un costume 3 pièces, même les jours les plus chauds, Henri Lavallée dégageait une autorité naturelle tempérée par une gentillesse sincère. Ses cheveux gris argentés, soigneusement peignés en arrière, et ses lunettes à monture dorée lui donnaient l'apparence d'un intellectuel bienveillant. Élu maire en 1975 avec 68% des voix, Henri avait été réélu triomphalement en 1983 avec 74% des suffrages. Les habitants appréciaient sa gestion prudente des finances communales, son accessibilité constante et sa capacité à obtenir des subventions départementales pour améliorer les infrastructures du village. Sous son mandat, Saint-Paulin avait vu la construction d'une nouvelle école maternelle, la réfection de plusieurs routes et l'installation d'un système d'éclairage public moderne. Marguerite Lavallée, son épouse depuis 30 ans, était une femme discrète mais respectée. Ancienne professeure de français au collège de Tarare, elle avait pris sa retraite anticipée en 1985 pour se consacrer à ses petits-enfants et à ses activités associatives. Maintenant, les cheveux châtain court, toujours vêtue avec élégance mais simplicité, Marguerite était connue pour son implication dans le comité des fêtes et dans l'association d'aide aux personnes âgées du village. Le couple vivait dans une maison bourgeoise, en pierre, située rue de la République, à 200 mètres de la mairie. Leur fils unique, Étienne, âgé de 28 ans en 1987, avait suivi les traces paternelles en étudiant le droit. Mais contrairement à son père, il avait choisi de s'installer à Lyon,
où il travaillait comme avocat dans un cabinet spécialisé en droit commercial. Grand et athlétique, avec les yeux bleus de sa mère et le port altier de son père, Étienne revenait régulièrement au village, particulièrement pour les grandes occasions comme la fête de la Saint-Jean. Claire Fontaine occupait le poste de secrétaire de mairie depuis 15 ans. À 45 ans, cette femme rousse aux yeux verts connaissait chaque dossier, chaque famille, chaque secret du village. Divorcée depuis 10 ans, sans enfant, elle vivait seule dans un petit appartement au-dessus de la pharmacie. Son dévouement à Henri Lavallée dépassait le cadre professionnel. Elle arrivait toujours la première le matin, restait souvent tard le soir et semblait anticiper les besoins du maire avant même qu'il ne les exprime. Certains villageois murmuraient sur la nature de leur relation, mais jamais ouvertement. Robert Gauthier, l'adjoint au maire, représentait l'opposition politique au sein du conseil municipal. À 58 ans, cet ancien chef d'entreprise, dans le secteur du bâtiment, avait vendu son affaire en 1984 et s'était lancé dans la politique locale. Trapu, le visage rougeaud, toujours vêtu de manière décontractée, Robert ne cachait pas son ambition de devenir maire aux prochaines élections de 1989. Il critiquait régulièrement la gestion d'Henri, l'accusant de népotisme et de manque de transparence dans l'attribution des marchés publics. La fête de la Saint-Jean était l'événement le plus important de l'année à Saint-Paulin, une tradition qui remontait au XVe siècle. Chaque 23 juin, un immense bûcher était dressé sur la place centrale. À la tombée de la nuit, le maire avait l'honneur d'allumer le feu, symbole de purification et de renouveau. Les habitants se rassemblaient ensuite autour des flammes, partageant des grillades, du vin local et dansant au son d'un orchestre champêtre. C'était une nuit où les barrières sociales s'estompaient, où le maire trinquait avec le mécanicien, où le notaire dansait avec la boulangère. Le 23 juin 1987 avait commencé comme une journée ordinaire à Saint-Paulin. Le ciel était dégagé, la température avoisinait les 28 degrés, et une légère brise soufflait depuis les collines environnantes. Henri Lavallée était arrivé à la mairie à 8 heures précises, comme chaque matin depuis 12 ans. Claire Fontaine l'attendait déjà, une tasse de café fumant posée sur son bureau. « Bonjour Claire, tout est prêt pour ce soir ?» avait demandé Henri en accrochant son chapeau au porte-manteau. « Tout est organisé, monsieur le maire. L'orchestre arrivera vers 19 heures. Les bouchers ont livré la viande ce matin et les pompiers ont vérifié les mesures de sécurité autour du bûcher. La matinée s'était déroulée normalement. Henri avait reçu quelques administrés, signé des documents administratifs et participé à une réunion téléphonique avec un représentant du Conseil général concernant une subvention pour la rénovation de la salle des fêtes. Vers 11h30, Robert Gauthier était passé au bureau, apparemment contrarié. « Henri, il faut qu'on parle des comptes de la commune », avait-il dit d'un ton sec. « Robert, ce n'est vraiment pas le moment. On en discutera lundi prochain, comme prévu. »« Non, c'est important. J'ai remarqué des incohérences dans les dépenses du premier trimestre. »« Quelles incohérences ? Les factures de la société de travaux publics qui a refait la route de Chazé. Les montants ne correspondent pas aux devis initiaux. » Henri avait pâli légèrement, mais avait gardé son calme. « Nous avons dû faire face à des imprévus pendant les travaux. C'est parfaitement documenté. Claire, pouvez-vous sortir le dossier pour Robert ?» Claire s'était exécutée, mais Robert avait refusé de consulter les documents sur place. « Je veux étudier ça tranquillement chez moi. Je passerai récupérer le dossier complet lundi. » Après le départ de Robert, Claire avait remarqué qu'Henri semblait préoccupé. Il était resté silencieux un long moment, fixant par la fenêtre la place du village où les préparatifs de la fête battaient leur plein. « Claire, vous avez vérifié tous les documents concernant les travaux de la route ?»« Oui, monsieur le maire, tout est en ordre. »« En êtes-vous absolument certaine ?»« Absolument. » Henri était rentré déjeuner chez lui vers 13 heures. Marguerite avait préparé une salade composée et du fromage, un repas léger approprié pour une journée de fête. Étienne, arrivé de Lyon la veille au soir, était également présent. « Tu sembles soucieux, papa » avait remarqué Étienne en servant le vin. « C'est Robert. Il pose des questions sur les comptes de la commune. Des questions légitimes.
Bien sûr, mais son timing est suspect. Juste avant les vacances d'été, juste avant la fête, il cherche à créer des problèmes. Les comptes sont en ordre? Absolument. Mais tu sais comment sont les petits villages, une rumeur peut se propager comme une traînée de poudre, même sans fondement. L'après-midi, Henri était retourné brièvement à la mairie pour quelques dernières vérifications, puis était rentré chez lui vers 17 heures pour se reposer avant la longue soirée qui l'attendait. À 19h30, la famille Lavallée s'était rendue sur la place centrale, où les premiers villageois commençaient déjà à se rassembler. L'ambiance était festive. Les enfants couraient entre les stands, les femmes disposaient les salades et les desserts sur de longues tables recouvertes de nappes blanches, les hommes s'occupaient des grillades. L'orchestre, composé de 4 musiciens locaux, accordait ses instruments près de la fontaine. Henri, vêtu d'un costume gris clair et d'une cravate bleue marine, circulait parmi les habitants, serrant des mains, embrassant des joues, échangeant des plaisanteries. À 21 heures précises, comme le voulait la tradition, Henri avait gravi les quelques marches qui menaient au bûcher. Un silence s'était installé sur la place. Tenant une torche enflammée, le maire avait prononcé les paroles rituelles. Comme nos ancêtres avant nous, allumons ce feu pour célébrer le solstice d'été, pour purifier notre communauté et pour illuminer nos vies dans les mois à venir. Il avait alors plongé la torche dans le bûcher et les flammes s'étaient rapidement propagées dans le bois sec. Une ovation avait retenti et la fête avait véritablement commencé. La musique avait repris, les conversations s'étaient animées, le vin avait coulé généreusement. Henri avait dansé avec Marguerite, puis avec sa belle-sœur venue de Villefranche-sur-Saône, puis avec plusieurs autres femmes du village, respectant les convenances sociales. Il avait également longuement discuté avec le curé de la paroisse, l'instituteur et quelques conseillers municipaux. Vers 22h45, Claire Fontaine s'était approchée de lui et lui avait murmuré quelque chose à l'oreille. Henri avait froncé les sourcils, avait hoché la tête, puis Claire s'était éloignée discrètement. À 23h exactement, Henri s'était levé de la table où il était assis avec sa famille. « Je dois passer rapidement à la mairie. J'ai oublié de fermer le coffre-fort cet après-midi. Je reviens dans 20 minutes maximum. Tu veux que je t'accompagne ?» avait proposé Étienne. « Non, non, profite de la fête. J'en ai pour 2 minutes. » Marguerite avait souri. « Tu ne changes pas toujours aussi méticuleux. » Henri avait embrassé sa femme sur la joue, avait tapoté l'épaule de son fils et s'était dirigé vers le parking improvisé où les villageois avaient garé leurs véhicules. Sa bicyclette, une Peugeot noire qu'il utilisait quotidiennement, était appuyée contre le mur de l'église. Plusieurs personnes l'avaient vu enfourcher sa bicyclette et partir en direction de la mairie, située à environ 500 mètres de la place centrale. C'était la dernière fois que quelqu'un avait vu Henri Lavallée vivant. Le lendemain matin, 24 juin 1987, Marguerite Lavallée s'était réveillée vers 7 heures. Le lit à côté d'elle était vide. Croyant qu'Henri s'était levé tôt, elle était descendue à la cuisine. Mais la maison était silencieuse. La cafetière n'avait pas été utilisée. Les chaussons d'Henri étaient toujours près de la porte. Son journal du matin était encore dans la boîte aux lettres. Un frisson d'inquiétude l'avait parcouru. Elle avait monté l'escalier pour réveiller Étienne. Henri n'est pas rentré cette nuit. Comment ça, pas rentré? Il devait juste aller à la mairie. Je sais. Mais il n'est pas là. Étienne s'était habillé rapidement et ils s'étaient rendus ensemble à la mairie. Le bâtiment était fermé, tout semblait normal de l'extérieur. Étienne avait utilisé les clés de son père, que Marguerite gardait toujours dans son sac, pour ouvrir la porte principale. À l'intérieur, tout était en ordre. Le bureau d'Henri était rangé, les documents classés, le coffre-fort était fermé. Aucun signe de lutte, aucune trace de désordre. C'était comme si Henri n'était jamais venu. À 8h30, après avoir cherché partout dans le village sans résultat, Étienne avait appelé la gendarmerie de Tarare. 2 gendarmes étaient arrivés vers 9h30 et avaient commencé à interroger les dernières personnes qui avaient vu Henri. Le récit était toujours le même. Henri était parti de la fête vers 23h, à bicyclette, en direction de la mairie. Personne ne l'avait vu arriver à destination. Personne ne l'avait vu repartir.
les recherches avaient commencé immédiatement. Les gendarmes, aidés par les pompiers et une cinquantaine de volontaires du village, avaient ratissé systématiquement tous les chemins entre la place centrale et la mairie, puis avaient élargi le périmètre. Vers 13 heures, un pompier avait découvert la bicyclette d'Henri abandonnée au bord du chemin qui longeait la Brévenne, à environ 800 mètres de la mairie, dans la direction opposée au village. La bicyclette était couchée sur le côté, dans l'herbe haute, à 3 mètres du sentier. Le panier avant était vide, les pédales n'étaient pas endommagées, les pneus étaient intacts. Rien n'indiquait un accident. Mais pourquoi Henri aurait-il abandonné sa bicyclette à cet endroit précis? Les plongeurs de la gendarmerie avaient fouillé la rivière pendant 3 jours. La Brévenne, à cet endroit, n'était pas très profonde, environ 1,50 m avec un courant modéré. Ils avaient remonté le cours d'eau sur 2 kilomètres en amont et en aval, sans résultat. Aucun corps, aucun vêtement, aucun objet personnel appartenant à Henri. L'enquête s'était alors orientée vers d'autres hypothèses. Les gendarmes avaient interrogé tous les habitants de Saint-Paulin et des villages environnants. Ils avaient vérifié les relevés bancaires d'Henri, espérant trouver des retraits suspects ou des transactions inhabituelles. Rien. Ils avaient examiné sa vie personnelle, cherchant des signes de dépression ou de problèmes conjugaux. Rien. Ils avaient exploré des pistes criminelles, vérifiant si Henri avait des ennemis, des dettes, des secrets compromettants. Rien de concret. Robert Gauthier avait été interrogé longuement, particulièrement après que plusieurs témoins aient mentionné leur altercation de la matinée concernant les comptes de la commune. Mais Robert avait un alibi solide. Il était resté à la fête jusqu'à 00h30, en présence de dizaines de témoins, puis était rentré chez lui avec sa femme. Claire Fontaine avait également été questionnée sur sa conversation privée avec Henri pendant la fête. Elle avait expliqué qu'elle lui avait simplement rappelé qu'il devait signer un document urgent le lundi suivant concernant une demande de permis de construire. Les gendarmes avaient trouvé ce document sur le bureau d'Henri, confirmant son récit. Au fil des semaines, l'enquête s'était enlisée. Les journaux régionaux avaient couvert l'affaire pendant quelques jours, puis l'intérêt médiatique s'était estompé. Le procureur avait maintenu le dossier ouvert, mais sans nouvelles pistes. L'affaire était devenue ce que les policiers appellent un « cold case », un cas froid. Pour Marguerite, les mois qui avaient suivi avaient été un cauchemar éveillé. Elle oscillait entre l'espoir qu'Henri réapparaisse miraculeusement et l'acceptation graduelle qu'il ne reviendrait jamais. La maison, autrefois remplie de vie et de rire, était devenue un mausolée silencieux. Chaque objet lui rappelait son mari. Ses lunettes posées sur la table de nuit, son fauteuil préféré dans le salon, ses livres de droit alignés dans la bibliothèque. Étienne avait pris un congé de plusieurs semaines pour rester auprès de sa mère. Il gérait les aspects pratiques, les démarches administratives, les contacts avec les gendarmes, les rencontres avec l'avocat de la famille. Mais comment gérer l'absence d'un corps, l'impossibilité de faire un deuil normal? Après 7 ans, conformément à la loi française, Marguerite avait obtenu une déclaration judiciaire de décès. Henri Lavallée était officiellement mort le 23 juin 1987, à l'âge de 52 ans. Une cérémonie commémorative avait été organisée à l'église Saint-Paul, mais sans corps à enterrer, sans tombe à fleurir, le deuil restait incomplet, suspendu dans un vide douloureux. La vie politique de Saint-Paulin avait également été bouleversée. Robert Gauthier avait assuré l'intérim comme maire jusqu'aux élections partielles organisées en décembre 1987. Il avait été élu avec 53% des voix, mais son mandat avait été marqué par la division et la méfiance. Certains villageois continuaient à murmurer qu'ils savaient quelque chose sur la disparition d'Henri, même si rien ne le prouvait. Claire Fontaine avait conservé son poste de secrétaire de mairie, mais quelque chose en elle s'était brisé. Elle qui était toujours impeccable et efficace était devenue distraite et anxieuse. Elle avait maigri de façon inquiétante, ses cheveux roux avaient perdu leur éclat, des cernes permanents marquaient ses yeux. En 1993, elle avait pris une retraite anticipée pour raison de santé et s'était retirée dans un petit appartement à Villeurbanne, près de Lyon.
Le village lui-même avait changé. La fête de la Saint-Jean n'avait plus jamais été la même. Pendant plusieurs années, elle avait été annulée par respect pour la famille Lavallée. Quand elle avait repris en 1991, l'ambiance était contrainte, presque funèbre. Les habitants allumaient le feu mais sans joie, comme s'ils accomplissaient un rituel vidé de son sens. Des théories contradictoires circulaient dans le village. Certains croyaient qu'Henri s'était suicidé, submergé par des pressions inconnues. D'autres pensaient qu'il avait été victime d'un accident et que son corps n'avait jamais été retrouvé. Les plus sceptiques suggéraient qu'Henri avait orchestré sa propre disparition pour échapper à quelque chose, peut-être un scandale imminent, et qu'il vivait quelque part sous une nouvelle identité. Marguerite refusait d'écouter ces rumeurs. Elle connaissait son mari. Henri n'était pas du genre à fuir, à abandonner sa famille, à renoncer à ses responsabilités. Quelque chose de terrible lui était arrivé cette nuit-là, et elle passerait le reste de sa vie à chercher la vérité. Étienne, devenu un avocat prospère à Lyon, n'avait jamais vraiment surmonté la disparition de son père. Il s'était marié en 1991, avait eu 2 enfants, mais une partie de lui restait figée dans cette nuit de juin où tout avait basculé. Il retournait régulièrement à Saint-Paulin, marchant le long du chemin où la bicyclette avait été retrouvée, cherchant des indices que les gendarmes auraient pu manquer, interrogeant d'anciens villageois qui pourraient se souvenir d'un détail oublié. Les années passaient, transformant la tragédie en légende locale. Les nouveaux habitants de Saint-Paulin, qui n'avaient pas connu Henri Lavallée, entendaient parler de l'ancien maire disparu, comme d'une histoire du passé, presque mythique. Les enfants nés après 1987 grandissaient en entendant des versions déformées de l'histoire, chaque narrateur ajoutant ses propres embellissements. En 2005, Marguerite Lavallée était décédée d'une crise cardiaque à l'âge de 67 ans. Jusqu'à son dernier souffle, elle avait gardé l'espoir de comprendre ce qui était arrivé à Henri. Étienne avait hérité de la maison familiale, mais ne pouvait se résoudre à la vendre ou à y habiter. Elle était restée vide, figée dans le temps, les meubles recouverts de draps blancs, les photographies d'Henri toujours accrochées au mur. En février 2015, le conseil municipal de Saint-Paulin, dirigé désormais par une jeune mère de 38 ans nommée Sophie Arnaud, avait voté un projet ambitieux, transformer l'ancienne mairie en musée municipal. Le bâtiment, devenu trop petit pour accueillir les services administratifs d'un village qui comptait maintenant 3000 habitants, n'était plus utilisé depuis 2007. Une nouvelle mairie moderne avait été construite à l'autre bout du village. Le projet de musée visait à préserver l'histoire locale. Collection d'objets anciens, archives communales, photographies historiques, documents sur les personnages importants du village. Une section serait consacrée à Henri Lavallée et à sa mystérieuse disparition, événement qui avait marqué profondément la communauté. Les travaux de rénovation avaient commencé en avril 2015. Une entreprise de bâtiment de Villefranche-sur-Saône avait été choisie pour diriger le chantier. L'architecte en charge, Julien Marchand, avait insisté sur la nécessité de préserver le caractère historique du bâtiment tout en le modernisant pour répondre aux normes actuelles d'accessibilité et de sécurité. Le 12 juin 2015, une équipe d'ouvriers travaillait à la démolition d'une cloison dans un bureau du premier étage. Cette pièce, autrefois utilisée pour le stockage d'archives, était rarement fréquentée même du temps où la mairie était en activité. Les murs étaient recouverts d'un lambris en bois datant des années 50, dissimulant la pierre originale. Vers 14h30, un ouvrier nommé Karim Belkacem, âgé de 29 ans, démontait les panneaux de bois avec une barre à mine. Soudain, en retirant une planche particulièrement résistante, il avait remarqué quelque chose de brillant coincé dans une fissure du mur de pierre. « Hé les gars, venez voir ça !» Ses collègues s'étaient approchés. Karim avait délicatement extrait l'objet de la fissure. C'était une clé en métal, profondément rouillée, d'un modèle ancien. Elle mesurait environ 10 cm de long, avec une tête ornée et une tige comportant 3 dents complexes. C'est bizarre, non ?
Pourquoi cacher une clé dans un mur? Le contremaître, Alain Dumont, un homme d'une cinquantaine d'années qui avait grandi à Saint-Paulin, avait examiné la clé avec attention. Cette clé a l'air très vieille. Il faut prévenir la mairie. Ça pourrait être important. Sophie Arnaud s'était rendue sur le chantier dans l'heure qui avait suivi. Accompagnée de son adjoint aux affaires culturelles, elle avait observé la clé avec curiosité. « Vous l'avez trouvée exactement où ?» Karim avait montré la fissure dans le mur, là, entre les pierres, comme si quelqu'un l'avait glissée volontairement. Mais pourquoi cacher une clé? Peut-être qu'elle ouvre quelque chose d'important? Sophie avait pris la clé et l'avait examinée sous tous les angles. Le métal était gravement oxydé, mais la forme était encore nette. Le modèle semblait dater des années 60 ou 70, typique des anciennes serrures de coffre-fort. Une idée avait germé dans son esprit. Elle avait entendu parler, par les anciens du village, d'un vieux coffre-fort dans le sous-sol de la mairie, inutilisé depuis des décennies. Personne ne savait vraiment ce qu'il contenait, et les clés avaient été perdues depuis longtemps. « Venez, on va vérifier quelque chose. » Le groupe était descendu au sous-sol, une cave voûtée en pierre qui servait autrefois de lieu de stockage. Dans un coin, derrière des cartons d'archives et des meubles cassés, se trouvait effectivement un coffre-fort ancien, un modèle massif en acier vert foncé de la marque Fichet, datant probablement des années 60. Sophie avait essuyé la poussière sur la serrure et avait tenté d'insérer la clé. Elle s'était glissée parfaitement. En la tournant, on avait entendu un déclic sourd. Après 28 ans, quelqu'un avait retrouvé la clé du coffre-fort. Mais quand Sophie avait tenté d'ouvrir la lourde porte, elle était restée bloquée. Les gonds avaient rouillé, les mécanismes internes s'étaient grippés. Il faudrait l'intervention d'un serrurier spécialisé. Le lendemain, 13 juin, un serrurier de Lyon spécialisé dans les coffres-forts anciens était venu examiner le problème. Après 2 heures de travail minutieux, huilant les gonds, nettoyant les mécanismes, il avait réussi à déverrouiller complètement la porte. Sophie, accompagnée de son adjoint et de la secrétaire de mairie actuelle, avait lentement ouvert le coffre-fort. L'intérieur contenait plusieurs dossiers poussiéreux, des documents jaunis et une grande enveloppe Kraft scellée avec du ruban adhésif, jauni par le temps. Sur l'enveloppe, quelqu'un avait écrit à la main à l'encre bleue « À ouvrir en cas de problème. HL. 23 juin 1987. Les initiales HL et la date. Henri Lavallée, le jour de sa disparition. » Les mains de Sophie tremblaient légèrement en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une dizaine de documents. Des photocopies de factures, des relevés bancaires, des notes manuscrites et une lettre de plusieurs pages écrites à la main, visiblement rédigée à la hâte. Sophie avait commencé à lire la première page de la lettre et son visage s'était progressivement décomposé. Après quelques minutes de lecture silencieuse, elle avait levé les yeux vers ses collègues. « Il faut appeler immédiatement la gendarmerie. Et il faut retrouver Étienne Lavallée. Cette lettre change absolument tout ce que nous pensions savoir sur la disparition d'Henri. » La gendarmerie de Tarare avait dépêché 2 enquêteurs sur place l'après-midi même. Le capitaine Sandrine Moreau, une femme de 42 ans aux cheveux courts et au regard acéré, dirigeait maintenant la brigade de recherche. Elle avait lu attentivement tous les documents contenus dans le coffre-fort, prenant des notes méthodiquement. La lettre d'Henri Lavallée était un témoignage accablant. Rédigée sur 6 pages d'un cahier à spirale, elle détaillait une découverte qu'Henri avait faite quelques semaines avant sa disparition. En vérifiant les comptes communaux, en préparation de l'audit annuel, il était tombé sur des incohérences troublantes dans les factures des travaux de voirie effectués entre 1984 et 1987. Selon la lettre, les montants facturés par l'entreprise de travaux publics de Lyon qui avait remporté les marchés étaient systématiquement majorés de 20 à 30% par rapport aux devis initiaux. Mais ce qui était encore plus grave, c'est qu'Henri avait découvert que ces surfacturations ne correspondaient pas à des travaux supplémentaires réels. L'argent disparaissait simplement. Henri avait mené sa propre enquête discrète. Il avait contacté d'autres communes de la région qui avaient travaillé avec la même entreprise et avaient découvert le même schéma de surfacturation.
Il avait également trouvé des documents prouvant que le directeur de l'entreprise, un certain Marc Delorme, versait des commissions à des élus locaux en échange de l'attribution de marchés publics. Dans sa lettre, Henri nommait explicitement les personnes qu'il soupçonnait d'être impliquées dans ce réseau de corruption. Marc Delorme, le directeur de l'entreprise, Robert Gauthier, son adjoint au maire, et, de manière encore plus surprenante, Claire Fontaine, sa secrétaire de mairie. Henri expliquait qu'il avait découvert que Claire était en réalité la cousine de Marc Delorme, un lien familial qu'elle n'avait jamais mentionné. Elle était celle qui préparait tous les dossiers d'appel d'offres, qui gérait les contacts avec les entreprises et qui avait accès à toutes les informations sensibles sur les finances communales. Robert Gauthier, quant à lui, était le président de la commission d'attribution des marchés publics et avait systématiquement voté en faveur de l'entreprise Delorme. Henri écrivait qu'il avait l'intention de tout révéler au procureur de la République dès le lundi 26 juin 1987. Mais il voulait d'abord confronter directement Claire et Robert pour leur donner une chance d'expliquer leur comportement. Il avait prévu une réunion confidentielle le soir du 23 juin, après la fête de la Saint-Jean, à 23h30, dans son bureau de la mairie. La lettre se terminait par ces mots glaçants. « Si vous lisez cette lettre et que je ne suis plus là pour m'expliquer, c'est que quelque chose a mal tourné lors de cette confrontation. Toutes les preuves sont dans ce coffre. Faites-en bon usage pour que justice soit rendue. » Le capitaine Moreau avait immédiatement compris l'importance de cette découverte. Après 28 ans, il tenait enfin une piste solide. Henri Lavallée n'avait pas disparu par accident ou par choix. Il avait été victime de personnes qui voulaient protéger leurs secrets criminels. La première étape était de localiser les suspects. Robert Gauthier avait quitté Saint-Paulin en 2002, après avoir perdu les élections municipales. Selon les registres, il vivait maintenant à Mâcon, dans le département de Saône-et-Loire, où il tenait un commerce d'articles de bricolage. Il avait maintenant 86 ans. Claire Fontaine résidait toujours à Villeurbanne. À 73 ans, elle vivait seule dans un petit appartement d'une résidence pour seniors. Marc Delorme était plus difficile à localiser. Son entreprise avait fait faillite en 1995 et lui-même avait disparu des radars administratifs. Après plusieurs recherches, les gendarmes avaient découvert qu'il était décédé en 2008 d'un cancer du poumon, à l'âge de 69 ans. Étienne Lavallée, contacté par le capitaine Moreau, était arrivé à Saint-Paulin le 15 juin au soir. À 56 ans, il portait toujours le poids de la disparition de son père comme un fardeau permanent. Quand Sandrine Moreau lui avait présenté la lettre, il avait pleuré pour la première fois depuis des années. Toutes ces années, j'ai cru qu'on ne saurait jamais, et cette lettre était là depuis le début, attendant d'être découverte. Votre père était un homme prudent. Il avait anticipé le danger. Mais pourquoi n'a-t-il dit à personne où il cachait cette clé? Peut-être pensait-il que la situation se résoudrait pacifiquement. Peut-être voulait-il protéger votre mère. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Le 16 juin, le capitaine Moreau et son équipe s'étaient rendus au domicile de Robert Gauthier à Mâcon. L'ancien maire adjoint de Saint-Paulin vivait dans une maison modeste de banlieue. Quand il avait ouvert la porte et vu les gendarmes, son visage s'était vidé de toute couleur. « Monsieur Gauthier, nous enquêtons sur la disparition d'Henri Lavallée en 1987. Nous avons de nouvelles informations et nous aimerions vous poser quelques questions. » Robert avait invité les gendarmes à entrer. Son salon était encombré de meubles anciens et de souvenirs d'une vie longue, mais apparemment sans joie. Il s'était assis lourdement dans un fauteuil, les mains tremblantes. « Je savais qu'un jour, vous reviendriez, » avait-il murmuré. Le capitaine Moreau avait sorti une copie de la lettre d'Henri. « Vous étiez au courant de cette corruption ?» Robert avait fermé les yeux. Pendant un long moment, il était resté silencieux, comme s'il luttait contre lui-même. Puis, d'une voix à peine audible, il avait commencé à parler. « Oui, j'étais au courant. Marc Delorme m'avait approché en 1983, juste après ma première élection au conseil municipal.
Il m'avait proposé de l'argent en échange de mon soutien pour l'attribution des marchés publics. J'ai accepté. J'avais des dettes. Mon entreprise traversait des difficultés. C'était censé être temporaire, juste pour me remettre à flot. Combien avez-vous reçu? Au total, environ 150 000 francs sur 4 ans. Je sais que c'était mal. J'ai vécu avec cette culpabilité toute ma vie. C'est Claire Fontaine? Claire était la cheville ouvrière. C'est elle qui manipulait tous les dossiers, qui s'assurait que les appels d'offres étaient formulés de manière à favoriser l'entreprise de son cousin. Elle était bien plus impliquée que moi. Que s'est-il passé le 23 juin 1987? Robert avait ouvert les yeux et des larmes coulaient sur ses joues ridées. Je ne sais pas exactement. Le matin de ce jour-là, Claire m'avait appelé en panique. Elle m'avait dit qu'Henri avait découvert le système et qu'il prévoyait de tout révéler. Elle voulait que je l'aide à le convaincre de garder le silence, ou au moins de nous laisser le temps de rembourser l'argent détourné. Vous avez participé à cette rencontre? Non, je vous jure que non, j'ai refusé. J'ai dit à Claire que c'était fini, que si Henri voulait nous dénoncer, nous devions assumer les conséquences. Je suis resté à la fête toute la soirée. Vous pouvez vérifier avec des dizaines de témoins. Quand Henri a disparu, j'ai immédiatement compris que Claire avait fait quelque chose d'horrible. Mais je n'avais aucune preuve et j'avais trop peur de parler. Pourquoi n'avoir rien dit pendant toutes ces années? Parce que j'étais complice de la corruption. Si je parlais, je me condamnais moi-même et je n'étais pas sûr de ce qui s'était réellement passé. Peut-être qu'Henri avait vraiment eu un accident. J'ai préféré me convaincre de ça plutôt que d'affronter la vérité. Le lendemain, 17 juin, le capitaine Moreau et une collègue s'étaient rendus à Villeurbanne pour interroger Claire Fontaine. L'ancienne secrétaire de mairie vivait au 3e étage d'un immeuble des années 70. Quand elle avait ouvert sa porte, elle semblait avoir vieilli de 100 ans. Ses cheveux étaient entièrement blancs, son visage creusé de rides profondes, son corps frêle et voûté. « Madame Fontaine, nous devons vous parler de Henri Lavallée. » Claire s'était figée sur place. Puis, sans un mot, elle s'était écartée pour laisser entrer les gendarmes. Son appartement était sombre, les rideaux tirés, l'air confiné. Sur le mur du salon, une photo encadrée montrait Henri Lavallée souriant, datant probablement des années 80. « Vous l'aimez encore, après tout ce temps ?» avait demandé doucement le capitaine Moreau. Claire s'était effondrée sur son canapé, éclatant en sanglots. « Je l'ai toujours aimé, depuis le premier jour où j'ai commencé à travailler pour lui. Il était tout pour moi. Intelligent, gentil, intègre, tout ce que j'aurais voulu être. Alors pourquoi l'avez-vous trahi ?» Entre deux sanglots, Claire avait raconté son histoire. Sa famille était pauvre. Elle avait dû arrêter ses études pour travailler. Quand son cousin Marc lui avait proposé de gagner un peu d'argent supplémentaire en l'aidant à obtenir des contrats, elle avait accepté sans vraiment réaliser les implications. Au début, c'était juste quelques petites manipulations, rien de grave. Mais le système s'était progressivement amplifié et elle s'était retrouvée piégée. Quand Henri a découvert la vérité, j'ai paniqué. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il me méprise, qu'il me voie comme une criminelle. J'ai essayé de le convaincre de me laisser une chance de réparer mes erreurs. Je lui ai demandé de me rencontrer seule à la mairie après la fête. Et que s'est-il passé? Claire avait pris une longue inspiration tremblante. Henri est arrivé vers 23h20. J'étais déjà là, dans son bureau. J'ai essayé de lui expliquer, de lui faire comprendre que je n'avais pas le choix, que j'avais besoin de cet argent. Mais il était inflexible. Il m'a dit qu'il allait tout révéler au procureur le lundi suivant et que je devrais assumer les conséquences de mes actes. Comment avez-vous réagi? Les mains de Claire tremblaient violemment. J'étais désespéré. Je l'ai supplié, je lui ai dit que j'irais en prison, que ma vie serait détruite. Il m'a répondu que j'aurais dû y penser avant. Alors, dans un moment de folie, j'ai pris le coupe-papier en bronze qui était sur son bureau et je... Elle n'avait pas pu finir sa phrase. Les sanglots l'avaient submergée. Le capitaine Moreau avait attendu patiemment qu'elle se calme. « Vous l'avez frappé avec le coupe-papier » Claire avait hoché la tête. Une fois, à la tempe. Il est tombé immédiatement. Il y avait du sang partout. J'ai paniqué complètement. J'ai vérifié son pouls.
Il était mort. J'avais tué l'homme que j'aimais plus que tout au monde. Le silence dans l'appartement de Claire Fontaine était oppressant. Le capitaine Moreau avait sorti son enregistreur et l'avait posé sur la table basse. « Madame Fontaine, je dois vous informer de vos droits. Vous n'êtes pas obligée de continuer à parler sans la présence d'un avocat. » Claire avait secoué la tête. « Non, j'ai gardé ce secret pendant 28 ans. Il est temps que la vérité soit dite, toute la vérité. » Elle s'était levée péniblement et était allée dans sa chambre. Elle en était revenue avec une vieille boîte à chaussures qu'elle avait tendue au capitaine. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets soigneusement conservés. Un coupe-papier en bronze, taché de rouille brune, une montre Omega en or avec le bracelet brisé, des lunettes à monture dorée et un portefeuille en cuir marron. Ce sont les affaires personnelles d'Henri. Je n'ai jamais pu m'en séparer. La montre s'est cassée pendant la lutte. Les lunettes sont tombées quand il s'est effondré. Le capitaine Moreau avait examiné les objets avec des gants. Les taches sur le coupe-papier étaient clairement du sang séché. Après presque 3 décennies, ces objets constituaient encore des preuves matérielles d'un meurtre. Que s'est-il passé après? Claire était retournée s'asseoir, fixant le vide devant elle. J'étais en état de choc. J'ai réalisé ce que je venais de faire et j'ai été prise de panique totale. J'ai pensé à appeler la police, à tout avouer, mais la peur a été plus forte. J'ai nettoyé le sang comme j'ai pu avec des torchons que j'ai ensuite brûlés. Puis j'ai réfléchi à ce que je devais faire du corps. Comment l'avez-vous transporté? Henri avait une vieille fourgonnette Renault qu'il utilisait parfois pour transporter des documents ou du matériel communal. Elle était garée derrière la mairie. J'ai traîné son corps jusqu'au véhicule. C'était horrible. Il était lourd, et je n'arrêtais pas de pleurer. J'ai mis presque une demi-heure. Personne ne vous a vu. La mairie était complètement isolée à cette heure-là. Tout le monde était encore à la fête de l'autre côté du village. J'ai pris les clés de la fourgonnette dans le bureau d'Henri et j'ai conduit vers le nord, vers les collines. Où l'avez-vous emmené? Claire avait fermé les yeux, comme si revivre ce moment était une torture insoutenable. Il y a une vieille carrière abandonnée à environ 15 kilomètres de Saint-Paulin, près du hameau de Bussy-Albieux. C'était un endroit que je connaissais parce que j'y allais parfois me promener quand j'étais jeune. La carrière était fermée depuis les années 60 et était envahie par la végétation. Au fond, il y avait un ancien puits de mine vertical, profond de plusieurs dizaines de mètres. Le capitaine Moreau sentait son cœur s'accélérer. Après 28 ans, ils allaient enfin savoir ce qui était arrivé au corps d'Henri Lavallée. J'ai porté Henri jusqu'au bord du puits. C'était vers 1 heure du matin. Il faisait complètement noir. J'utilisais une lampe torche. Je l'ai fait basculer dans le puits. J'ai entendu le bruit sourd quand son corps a touché le fond, très loin en dessous. Puis, j'ai lancé ses affaires personnelles après lui, sauf ce que j'ai gardé dans cette boîte. Pourquoi garder ces objets? Parce que je ne pouvais pas me résoudre à tout effacer. C'était tout ce qui me restait de lui. Je sais que c'est insensé, mais j'avais besoin de ces preuves de son existence, de notre relation, même si c'était la preuve de mon crime. Et la bicyclette abandonnée près de la rivière, c'était une mise en scène. Après avoir disposé du corps, je suis retourné à Saint-Paulin. J'ai pris la bicyclette d'Henri qui était restée près de la mairie, et je l'ai abandonnée au bord du chemin qui longe la Brévenne. Je voulais faire croire à un accident, une chute dans la rivière. Puis je suis rentré chez moi à pied. Il était presque 3 heures du matin. Personne ne vous a vu revenir? Non, les rues étaient désertes. Tout le monde dormait après la fête. Le lendemain, quand les recherches ont commencé, j'ai joué mon rôle. J'étais la secrétaire inquiète, la collègue dévouée. J'ai aidé aux recherches. J'ai pleuré avec Marguerite. J'ai menti à Étienne. Chaque jour était une torture. Et la clé du coffre-fort? Pourquoi l'avoir cachée dans le mur? Claire avait haussé les épaules, un geste d'une infinie lassitude. Quelques jours après la disparition d'Henri, en nettoyant son bureau, j'ai trouvé cette clé attachée à son trousseau avec une petite étiquette marquée « Coffre sous-sol ». J'ai compris qu'Henri avait dû y cacher les preuves de notre corruption. J'ai ouvert le coffre et j'y ai trouvé tous les documents, y compris cette lettre accusatrice.
J'aurais dû tout détruire, mais je n'en ai pas eu le courage. Au lieu de ça, j'ai refermé le coffre et j'ai caché la clé dans ce mur, pensant que personne ne la trouverait jamais. Pourquoi ne pas avoir simplement jeté la clé? Parce qu'une partie de moi voulait que la vérité soit découverte un jour. Je ne pouvais pas vivre avec ce secret, mais je ne pouvais pas non plus le révéler moi-même. Alors j'ai caché la clé, en espérant peut-être qu'un jour, quelqu'un la trouverait et que justice serait rendue. Le capitaine Moreau avait observé Claire avec un mélange de pitié et de dégoût. Vous rendez-vous compte que Marguerite Lavallée est morte sans jamais savoir ce qui était arrivé à son mari, qu'Étienne a passé presque 3 décennies à chercher des réponses? Les larmes coulaient librement sur le visage de Claire. Je sais, chaque jour je pensais à eux. Chaque nuit, je revoyais le visage d'Henri s'effondrer. J'ai tenté de me suicider 3 fois, mais apparemment, je suis trop lâche même pour ça. Je mérite ce qui va m'arriver. Vous allez devoir nous accompagner au commissariat pour une déposition officielle. Ensuite, le procureur décidera des suites à donner. Claire avait hoché la tête. Est-ce qu'Étienne sait? Est-ce qu'il sait que c'est moi? Il va l'apprendre très bientôt. Pouvez-vous lui dire que je suis désolé? Je sais que ça ne change rien, mais je suis tellement désolé. Le 18 juin 2015, une équipe de gendarmerie accompagnée de spécialistes en recherche de restes humains s'était rendue à la carrière abandonnée près de Bussy-Albieux. L'endroit correspondait exactement à la description de Claire. La végétation avait envahi le site et le puits de mine était presque invisible, caché sous des ronces et des arbustes. Les spécialistes avaient installé un treuil et un système d'éclairage au-dessus du puits. La descente était dangereuse, le puits mesurait 42 mètres de profondeur et les parois étaient instables. Un spéléologue expérimenté était descendu en rappel, équipé d'une caméra. Au fond du puits, sous une couche de terre, de feuilles mortes et de débris, il avait trouvé les restes d'un squelette humain. Les vêtements étaient encore partiellement reconnaissables. Un costume gris clair et une cravate bleue marine en soie. L'identification formelle avait été faite par comparaison avec les dossiers dentaires d'Henri Lavallée conservés par son dentiste à Lyon. C'était bien lui. Après 28 ans, Henri Lavallée rentrait enfin chez lui. Le 20 juin 2015, Étienne Lavallée s'était rendu à l'Institut médico-légal de Lyon pour voir les restes de son père. Malgré les décennies passées et l'état du squelette, tenir enfin une réponse concrète après presque 3 décennies d'incertitude provoquait chez lui un mélange étrange de soulagement et de chagrin renouvelé. Le capitaine Moreau l'avait accompagné et lui avait présenté tous les détails de l'affaire. Étienne avait écouté en silence le récit complet des événements de cette nuit fatale du 23 juin 1987. Quand Sandrine Moreau avait terminé, il était resté longtemps sans parler, les yeux fixés sur un point invisible devant lui. « Claire Fontaine », avait-il finalement murmuré. « Pendant toutes ces années, elle est venue aux commémorations. Elle a serré ma mère dans ses bras. Elle a pleuré avec nous. Et tout ce temps, elle savait. Les êtres humains sont capables d'une dissociation psychologique extraordinaire face à des actes qu'ils ne peuvent pas assumer. Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas une excuse. C'est juste une explication. » Étienne avait ensuite posé la question qui le hantait. Pourquoi mon père n'a-t-il rien dit à ma mère ou à moi? Pourquoi a-t-il caché ses preuves sans prévenir personne? D'après sa lettre, votre père espérait résoudre la situation pacifiquement. Il pensait peut-être que confronter directement Claire et Robert les pousserait à avouer et à rembourser l'argent détourné. Il n'imaginait probablement pas que la situation dégénérerait en violence. Il a sous-estimé la capacité humaine à la violence quand on est acculé. Malheureusement, oui. Le procès de Claire Fontaine s'était ouvert en janvier 2016 au tribunal correctionnel de Lyon. Malgré ses 74 ans et son état de santé fragile, le procureur avait requis un procès complet plutôt qu'une procédure simplifiée. L'affaire avait attiré une attention médiatique considérable, notamment en raison du temps écoulé depuis les faits et des circonstances inhabituelles de la découverte. Claire avait plaidé coupable d'homicide volontaire et de dissimulation de cadavres. Son avocat avait plaidé les circonstances atténuantes. L'absence de préméditation,
le crime passionnel, les remords évidents, et le fait qu'elle avait finalement coopéré pleinement avec la justice. Il avait également souligné son âge et sa santé déclinante. Le procureur, en revanche, avait insisté sur la cruauté du crime, non pas tant dans l'acte lui-même, mais dans les 28 années de mensonges qui avaient suivi. Claire Fontaine avait privé une famille entière de réponses, avait assisté aux funérailles sans corps, avait consolé une veuve alors qu'elle savait exactement ce qui était arrivé à son mari. Étienne Lavallée avait témoigné lors du procès. Son témoignage avait été d'une dignité bouleversante. Il avait raconté les décennies d'incertitude, les nuits blanches à imaginer ce qui avait pu arriver à son père, la douleur de sa mère qui était morte sans jamais connaître la vérité. Il avait également lu une lettre que Marguerite avait écrite en 2004, un an avant sa mort, dans laquelle elle exprimait son espoir de comprendre un jour ce qui était arrivé à Henri. Claire avait pleuré durant tout le témoignage, mais n'avait pas détourné le regard. À la fin, elle avait demandé la permission de s'adresser directement à Étienne. « Je sais que vous ne pouvez pas me pardonner. Je ne vous demande pas de le faire. Je veux juste que vous sachiez que votre père était un homme bon, intègre, courageux. Tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie ne change rien à ce qu'il était. Il voulait protéger Saint-Paulin de la corruption, et au lieu de ça, j'ai tout détruit. J'ai détruit sa vie, j'ai détruit votre famille, et j'ai détruit la mienne. Chaque jour depuis cette nuit terrible, j'ai vécu en enfer, mais je sais que ce n'est rien comparé à ce que vous et votre mère avez enduré. » La cour avait délibéré pendant 3 heures. Le verdict était tombé, Claire Fontaine était reconnue coupable d'homicide volontaire sans préméditation et de dissimulation de cadavre. Elle était condamnée à 15 ans de réclusion criminelle, une peine relativement clémente compte tenu de la gravité des faits, mais tenant compte de son âge, de sa coopération avec la justice et de l'absence de préméditation. Robert Gauthier, quant à lui, avait été poursuivi pour corruption et complicité passive. Son témoignage contre Claire et ses aveux complets avaient joué en sa faveur. Il avait été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à une amende de 50 000 €. À 86 ans, il savait qu'il terminerait sa vie avec cette honte attachée à son nom. Marc Delorme, le principal architecte du système de corruption, était mort depuis 7 ans, échappant ainsi à la justice terrestre. Le 23 juin 2016, exactement 29 ans après la disparition d'Henri Lavallée, ses restes avaient été inhumés au cimetière de Saint-Paulin, dans le caveau familial, à côté de Marguerite. La cérémonie avait rassemblé des centaines de personnes, des habitants de Saint-Paulin, des officiels du département, des journalistes, et bien sûr, Étienne et sa famille. Sophie Arnaud, la mère actuelle, avait prononcé une oraison funèbre émouvante. Henri Lavallée représentait ce qu'il y a de meilleur dans le service public, l'intégrité, le dévouement, le courage de défendre ce qui est juste même face au danger. Sa mort nous rappelle que la corruption n'est pas un crime sans victime. Elle détruit des vies, elle brise des familles, elle ébranle la confiance que les citoyens placent dans leurs institutions. Le curé avait ajouté « Henri peut enfin reposer en paix, entouré de l'amour de sa famille et du respect de sa communauté. La vérité a mis 28 ans à émerger, mais elle a finalement triomphé, comme elle triomphe toujours. » Après la cérémonie, Étienne était resté longtemps devant la tombe de ses parents. Il tenait dans ses mains la montre Oméga de son père que les gendarmes lui avaient rendue après la fin du procès. Le bracelet avait été réparé par un horloger de Lyon. « Papa, maman, vous êtes enfin réunis. La vérité que tu cherchais tant, maman, elle est maintenant connue de tous. Tu avais raison, papa n'avait pas fui. Il n'était pas lâche, il était courageux jusqu'au bout. » L'affaire Henri Lavallée avait eu des répercussions bien au-delà de Saint-Paulin. Elle avait conduit à une révision de plusieurs marchés publics attribués dans la région lyonnaise durant les années 80. 3 autres cas de corruption similaires avaient été découverts, impliquant d'autres entreprises et d'autres élus locaux. Le système mis en place par Marc Delorme s'était révélé bien plus vaste que ce qu'on imaginait initialement.
La vieille mairie de Saint-Paulin avait finalement été transformée en musée municipal, comme prévu. Une salle entière était consacrée à l'affaire Henri Lavallée, présentant les documents historiques, des photographies et un récit complet de l'histoire. La clé rouillée qui avait permis de résoudre le mystère était exposée dans une vitrine, accompagnée d'un panneau explicatif. Le musée était devenu un lieu de pèlerinage pour ceux qui s'intéressaient aux affaires criminelles historiques, mais aussi un rappel permanent de l'importance de l'intégrité dans la vie publique. Des groupes scolaires venaient régulièrement visiter l'exposition, apprenant l'histoire de cet homme qui avait payé de sa vie son refus de fermer les yeux sur la corruption. Claire Fontaine était incarcérée à la prison pour femmes de Rennes. Selon les rapports des surveillants, elle était une détenue modèle, discrète, coopérative. Elle passait la plupart de son temps à lire et à écrire. Elle avait entrepris de rédiger ses mémoires, non pas pour se justifier, mais pour témoigner de comment une personne ordinaire peut commettre l'irréparable dans un moment de panique. Elle avait écrit plusieurs lettres à Étienne Lavallée, toutes restées sans réponse. Dans sa dernière lettre, datée de mars 2017, elle écrivait « Je sais que je n'ai pas le droit de demander votre pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que vous sachiez que pas un jour ne passe sans que je pense à votre père, à votre mère, à vous. Si je pouvais remonter le temps et changer cette nuit terrible, je donnerais tout ce qui me reste de vie. Mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est porter le poids de mon crime jusqu'à mon dernier souffle et espérer que votre famille trouvera la paix maintenant que la vérité est connue. » Étienne n'avait jamais répondu à ces lettres. Il avait choisi de tourner la page, non pas en oubliant, mais en refusant de laisser la tragédie définir le reste de son existence. Il avait vendu la maison familiale de Saint-Paulin à une jeune famille, avec 3 enfants. La vie reprendrait son cours dans ces murs qui avaient connu tant de joie avant d'être marqués par le deuil. Lors de chaque anniversaire de la mort de son père, Étienne retournait à Saint-Paulin avec sa propre famille. Il emmenait ses enfants sur la tombe de leurs grands-parents, leur racontait l'histoire d'Henri Lavallée, non pas comme une tragédie, mais comme l'histoire d'un homme qui avait choisi de faire ce qui était juste, quel qu'en soit le prix. « Votre grand-père était un héros ordinaire », leur disait-il. « Il n'a pas combattu dans une guerre, il n'a pas sauvé des vies de façon spectaculaire, mais il a refusé de fermer les yeux face à l'injustice, même quand cela aurait été plus facile, plus sûr. Et c'est ce genre de courage quotidien qui construit une société meilleure. » La clé rouillée trouvée dans le mur avait ouvert bien plus qu'un simple coffre-fort. Elle avait ouvert la voie à la vérité, à la justice, et finalement à une forme de paix pour tous ceux qui avaient été touchés par cette tragédie. 28 ans après cette nuit fatale de la Saint-Jean, Henri Lavallée pouvait enfin reposer en paix, son intégrité restaurée, son courage reconnu, sa mémoire honorée. Ce cas nous montre comment le courage de dire la vérité peut avoir un prix terrible, mais aussi comment la vérité finit toujours par émerger, même après des décennies de silence. La clé cachée dans ce mur pendant 28 ans attendait simplement le bon moment pour révéler ses secrets. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Claire Fontaine méritait une peine plus lourde, ou les circonstances atténuantes étaient-elles justifiées? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette investigation approfondie sur un cas qui a marqué toute une communauté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères résolus après des décennies. Merci de votre attention.